Déjà, je commencerai par remercier les organisateurs d'Algérie 2.0 pour avoir donné l'opportunité de venir vous parler aujourd'hui. Donc, le sujet sur lequel il m'a été demandé d'intervenir est un sujet passionnant et qui est aujourd'hui au cœur des problématiques de l'ensemble des agences, je pense, au niveau international et également au niveau des annonceurs. Car pour nous, c'est plus qu'une mode, c'est aujourd'hui un véritable levier de différenciation pour nos marques. En quelques mots, Lotus Conseil, donc Sarah a commencé un petit peu à présenter notre agence. Notre devise, Creativity has the power to change human behavior. Comme vous le comprendrez, nous avons une vision de la publicité qui est très consumer-centric, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de développer des stratégies qui impactent les comportements humains. Notre agence a 14 ans d'existence, donc elle a su accompagner toute l'évolution de la publicité en Algérie depuis pratiquement sa création il y a une quinzaine d'années. Nous avons été une agence indépendante pendant plus de 10 ans et nous nous sommes affiliés en 2010 à un réseau qui s'appelle Leo Burnett Worldwide, qui est un réseau américain de publicité, qui lui-même appartient au groupe Publicis. Donc 2 ans après, le statut de l'agence a changé, nous sommes devenus agence partenaire Publicis en Algérie, c'est-à-dire que nous travaillons sur les 2 enseignes que sont Leo Burnett et Publicis. Publicis étant le 3e groupe de communication au monde, donc voilà, présent dans plus de 100 pays avec environ 50 000 employés dans le monde et des marques aussi prestigieuses que toutes celles qui sont indiquées ci-dessous. Les cœurs de métier de notre agence, en fait, nous sommes une agence 360, une agence intégrée, donc nous intégrons les différents métiers de la communication. Nous sommes censés répondre aux problématiques de nos clients, quels qu'ils soient, et pouvoir leur apporter des réponses efficaces sur le marché algérien. Nous rassemblons nos activités autour de 4 corps de métier, ce qui est stratégie et communication, donc ça c'est vraiment poser les jalons des marques et exécuter cela en création. Les métiers, le PR, le below the line et aussi ce qui nous apporte aujourd'hui beaucoup de digital, donc aussi bien à travers la gestion des stratégies digitales de nos clients, la création de contenu, mais également le CRM. Notre approche stratégique de la publicité, c'est de humankind, c'est-à-dire que globalement, nous envisageons notre métier suivant ces 3 parties. Donc pour nous, ce qui est important avant toute chose, c'est d'identifier ce que nous appelons des human behavior, donc les comportements humains. Donc il y a une analyse du consommateur qui est extrêmement poussée pour pouvoir déterminer réellement aujourd'hui ce qui le motive, ce qui l'active dans la vie et qu'est-ce qui est susceptible pour nous d'actionner pour créer un lien fort avec notre marque. Après, notre recommandation stratégique consistera à émettre ce que nous appelons une brand human purpose, c'est-à-dire une promesse de marque qui soit éminemment humaine. Puis traduire cela à travers ce que nous appelons acts and ads. Donc ads, c'est la publicité classique telle que tout le monde la connaît. Et là, lorsqu'on parle de actes, ça nous amène au cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le contenu. Aujourd'hui, la distinction entre acts and ads, elle peut être définie suivant cet angle-là. C'est aujourd'hui comment une marque peut-elle crédibiliser un positionnement, comment une marque peut-elle crédibiliser un message. Pour nous, cela passe nécessairement par la mise en place d'actions concrètes, de consumer engagement, créer quelque chose qui aille au-delà de véhiculer des messages publicitaires sur les masses médias que nous connaissons. Il faut aller au-delà. Et le contenu de marque, le brand content est réellement aujourd'hui quelque chose qui s'insère absolument dans cette logique. Bon, voici un petit peu toutes les marques avec lesquelles nous collaborons. Et l'une d'entre elles étant Mobilis, c'est elle qui va servir aujourd'hui d'exemple sur ce que nous avons réalisé ensemble. Je reviens en arrière. Alors, on va s'interroger sur que signifie le brand content. Aujourd'hui, c'est vraiment le mot qui crée le buzz. Aujourd'hui, vous pourrez le constater partout où vous irez, à chaque fois que vous aurez une discussion avec un publicitaire ou avec un marketeur. C'est un mot qui n'hésitera pas à ressortir. En fait, pourquoi ce mot est-il aussi à la mode? Et déjà, prenons un peu l'avis de quelques spécialistes du métier. Tous insistent qu'aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour les marques et que ça marque une véritable transition dans la façon de faire de la publicité. Aujourd'hui, le contenu de marque est défini
informer, à expliquer un message, et au-delà même de ce que pouvait faire la publicité classique. Et bien évidemment, aujourd'hui, le digital, l'évolution du digital, la révolution digitale que nous avons connue ces dernières années, a été réellement ce qui a permis au contenu de marque de se développer autant. Alors, en termes de définition même, vous remarquerez, le brand content peut vous sembler être une notion anglo-saxonne, mais en fait, non, c'est un néologisme français, in fine, parce que dans les pays anglo-saxons, on parle plutôt de branded content. Vous verrez après peut-être les nuances qu'on peut apporter à chacune de ces deux notions. Aux USA, on parle de content marketing ou de branded entertainment. Alors qu'en France, on a inventé un mot qui s'appelle le brand content. En fait, l'idée, c'est que vous allez voir, c'est des notions qui sont assez proches les unes des autres, sauf que c'est juste la posture de la marque, globalement, par rapport à l'ensemble de ces programmes qui est différente. Le branded entertainment, en fait, c'est vraiment aujourd'hui tout programme qui a réellement une dimension émotionnelle. Donc l'esthétique, le spectaculaire et l'émotion sont réellement au centre de toute chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de branded entertainment, la présence des marques n'est pas forcément l'élément déterminant et peut parfois être, comment dire, vraiment filigrane ou vraiment en arrière-plan. C'est plus la qualité artistique du programme qui est jugée. Lorsqu'on parle de content marketing, là on parle plus de stratégie. Donc là, dans notre cas, nous, publicitaires, c'est une notion qui nous parle plus, parce que pour le coup, on arrête d'avoir le sentiment de faire des actions qui sont isolées les unes des autres, mais on considère que c'est vraiment quelque chose qui s'insère totalement dans la stratégie de la marque à long terme, et que par conséquent, tous les programmes que nous devrons créer ou auxquels nous devrons nous associer devront être absolument en phase avec les valeurs de marque que nous souhaitons véhiculer. C'est-à-dire que le programme, il faut, lorsque nous allons imaginer un programme, lorsque nous allons essayer d'adapter un programme, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que cela va donner de la valeur à ma marque? Est-ce que ça va contribuer à nourrir ma marque? Est-ce que c'est en phase avec les positionnements, notre plateforme de marque, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le brand content, voilà, en fait, l'idée, c'est qu'une marque aujourd'hui, au lieu de se contenter du sponsoring classique qu'on a pu connaître pendant très longtemps, c'est-à-dire il y a des programmes qui touchent un certain nombre de cibles, qui sont diffusés sur les masses médias principalement, l'entreprise va considérer qu'à ce moment-là, l'audience qui est concernée est plus une audience qui rentre dans son cœur de cible. Elle va décider d'apposer des billboards, de sponsoring, etc. C'est encore quelque chose qui est extrêmement utilisé, aussi bien en Algérie que dans d'autres pays du monde. Par contre, le brand content, c'est qu'aujourd'hui, les marques ne se contentent plus d'être sponsors ou parrain d'un programme, mais qu'elles vont devenir créateurs de programme. Elles vont devenir créateurs de contenu, et c'est en fait cela la vraie révolution. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les programmes peuvent être divers et variés. On peut parler d'information, d'éducation, de praticité, de programmes ludiques, de fiction, de divertissement. Enfin, peu importe. Mais tout ce qui va capter à un moment l'attention d'un consommateur, tout ce qui va lui donner plus le sentiment que d'être quelqu'un de passif qui subit un message publicitaire, on va lui donner de l'information qui l'intéresse. Et cette information, bien évidemment, peut servir aussi à passer des messages publicitaires et des messages de marque. Qu'est-ce que je dois dire à ce niveau-là encore? Donc voilà, le point qui est de fabriquer des contenus éditoriaux permet à une marque d'expliciter son point de vue sur le monde et jouer le rôle d'agent culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marque ne se contente plus de vendre des produits, ne se contente plus de proposer des services. Une marque aujourd'hui, elle se doit, si elle a une vocation importante, elle se doit de driver les tendances dans la société. Elle se doit aujourd'hui d'influencer les modes. Si une marque attend, parce que tous les publicitaires sont à l'affût des tendances qui se créent dans les sociétés pour essayer de les exploiter par la suite dans des réflexions marketing. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, parfois, on surfe sur des choses, mais le mieux
c'est d'être capable de susciter des modes, susciter des nouvelles tendances. Et ça, c'est un exercice extrêmement compliqué. Et quand on y arrive, je peux vous dire que souvent le succès est au rendez-vous. Donc voilà, donc c'était la marque aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est qu'elle devient éditrice de contenu et éditrice de culture. Maintenant, un auteur qui est Nicolas Bordas essaye de beaucoup comprendre aujourd'hui les différentes utilisations de ces termes et aujourd'hui quelles sont aussi peut-être ses oppositions. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le brand content est un mot finalement qui a été inventé par des auteurs français parce que les anglo-saxons utilisent plutôt le terme de branded content et en France, en fait, on fait un petit peu la distinction on fait un petit peu la distinction. Branded content, c'est presque ce sont considérés comme des programmes qui sont sponsorisés par des marques. Par contre, le brand content est plus vu comme un programme initié par une marque. Mais en même temps, c'est vraiment des utilisations de langage et tout réfère globalement aux mêmes choses. Par contre, aujourd'hui aussi, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le brand content doit devenir un substitut à la publicité classique? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui les marques doivent-elles s'arrêter d'investir dans de la publicité, faire des spots, des annonces presse, des campagnes d'outdoor et se concentrer que sur cela? En fait, la réponse est non. Parce que les objectifs de chacune de ces types de leviers que nous avons entre nos mains sont assez différents. La publicité classique permet vraiment d'adresser des messages très, voilà, justement plus produits, plus services, etc. Le contenu va venir nourrir tout ça. Donc nous pensons qu'en fait, il faut trouver un équilibre entre les investissements qu'on peut faire sur la publicité classique et les investissements qu'on peut faire sur du contenu de marque. Ce qui est précisé aussi dans le slide que vous voyez là, c'est que ce ne sont pas deux notions opposables. Parce qu'on peut considérer que des campagnes publicitaires sont aussi parfois du contenu. Après, ça dépend aussi beaucoup de la qualité de la campagne. Aujourd'hui, cet auteur, par exemple, cite dans les articles qu'il écrit, il cite la campagne Apple de 87, qui a été vraiment une campagne qui a été un vrai phénomène de société. Pour dire cette campagne, elle est même au-delà de la publicité, elle a suscité des choses, etc. Après, le digital n'existait pas à l'époque, donc la façon avec laquelle ils ont pu décliner le message publicitaire n'est pas celle qu'ils utiliseraient aujourd'hui. Donc en fait, c'est la pub, peut-être une façon de véhiculer un message, et le contenu peut-être une autre façon de le développer et de le décliner. Enfin, là aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, une marque peut choisir d'initier le processus du début à la fin, ou dans certains cas, choisir de venir se greffer sur quelque chose d'existant et qu'elle va essayer, en fonction des possibilités, de s'approprier effectivement et de faire comment dire, du placement parfois de produits, beaucoup de placements de produits, alors qu'il peut être parfois extrêmement fin, que juste un œil expert peut remarquer, mais vous vous rencontrez que vous en êtes imprégné par la suite, ou parfois il y a des choses qui sont un peu plus agressives, un peu plus démonstratives, et comme par exemple l'exemple que nous avons réalisé en Algérie. Donc voilà un petit peu quelques définitions théoriques qui doivent nous amener in fine à vous présenter un des exemples qui aujourd'hui fonctionne très très bien et que je vous invite à aller consulter, c'est toute cette campagne Oasis, extrêmement drôle, extrêmement ludique, et c'est un très bon exemple de brand content où vraiment aujourd'hui ils ont créé quelque chose que les gens ont envie de voir, pas pour voir de la pub, mais qui ont envie de voir pour réellement se divertir et s'amuser. Et pourtant, vous remarquerez que c'est un programme qui construit énormément l'image de cette marque Oasis et qui pose réellement les messages qu'elle a envie d'être véhiculés, une marque décalée centrée autour des fruits, etc. etc. Revenons à l'Algérie, au cas algérien, je vais vous montrer deux choses. En fait, ce sont deux programmes que l'agence a fait cette dernière année. Step Up, que Sarah Mahchen gérait au sein de notre agence pendant quelques mois, en fait. C'était un exemple de contenu de marque. Vous en avez peut-être moins entendu parler que Switchers, parce qu'effectivement, nous ne l'avons pas, par volonté de la marque, nous ne l'avons pas véhiculé sur les médias ni sur le digital. C'est resté plus un blog content qui a été décliné en termes d'événementiel. Qu'est-ce qu'était Step Up? Qu'est-ce que le programme Step Up, en fait?
L'idée, c'est un programme pilote que nous avons initié au niveau de l'université d'Uppsala. Et l'objectif était de recruter 12 brand ambassadeurs, 12 ambassadeurs de marque en fait, qui véhiculent des valeurs de marque, et sur la base de leurs compétences artistiques. Donc nous avions défini quatre content areas, justement, en fait, nous avons identifié par rapport à notre cible lesquels étaient aujourd'hui ce qui intéressait les jeunes en Algérie. On a identifié la musique, l'art, la mode et les nouvelles technologies. Autour de ces quatre secteurs, nous avons fait une énorme concours de sélection qui a duré des mois, qui a concerné à la base 8000 participants. Et à travers différents événements, nous avons filtré pour nous retenir à la fin que 12 vainqueurs, donc 3 vainqueurs pour chacune des catégories. Et ces 12 vainqueurs, nous leur avons associé 4 mentors, donc 4 personnalités de chacun de ces secteurs, qui les a accompagnés, on les a mis en incubation au sein de notre agence, jusqu'à la mise en place de leur projet artistique. Donc pour les musiciens, c'est d'éditer leur album, pour les gens de la mode, c'est de faire des défilés de mode, etc. Et vous pouvez vous poser la question en disant mais quel était l'intérêt pour cette marque-là finalement de faire ça, surtout qu'elle était très très peu présente. C'est presque un programme qui est ce qu'on dit unbranded, c'est-à-dire que vous ne verrez pas de marque. Alors le secteur d'activité du client en lui-même étant délicat, nous avions des contraintes juridiques et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons vraiment fait le choix de ne pas faire figurer la marque. Mais l'objectif de cette marque-là, c'était justement de créer des événements, créer du contenu algérien, c'est-à-dire aujourd'hui s'associer à un programme, même si la marque n'est pas trop évidente, tout le monde l'associe in fine à cela, parce que nous avions des mécanismes promotionnels que nous avons greffés aux événements, mais surtout créer des événements algériens et mettre en avant des valeurs de marque qui sont le dynamisme, qui sont cet appel aux jeunes d'aller prendre aujourd'hui leur destin en main, etc. Donc ça a donné beaucoup d'événementiels, et je pense que ça a contribué à construire cette image de marque, ce qui était l'objectif du programme. Un deuxième exemple différent, Switchers. Alors Switchers, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le voir. En fait, l'idée, c'est que on travaille dans l'opérateur de téléphonie qui est Mobilis, et comme vous le saviez, la 3G devait être a été lancée en fin d'année dernière. Donc nous étions en train de travailler sur ce type de problématique. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, nous accusions un retard assez important à ce niveau-là. Notre annonceur sponsorise énormément de programmes, notamment sur des périodes comme le Ramadan, mais également des jeux tout au long de l'année, le jeu de Rapal, etc., etc. Mais aujourd'hui, il n'avait pas eu la capacité de créer quelque chose qui lui était propre, et quelque chose qui réellement avait une vocation à faire du buzz. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? On a commencé à travailler et on a observé ce qui se faisait ailleurs. En observant ce qui se faisait ailleurs, on a découvert un programme qui s'appelait Switchers, qui avait été lancé au Maroc en 2012 par un opérateur aussi de téléphonie qui s'appelle Inouï, et qui avait eu un énorme succès. Il me semble, c'était une web-série qui parlait, c'était une web-série fantastique en fait, très humoristique et vraiment très décalée, et qui parlait des nouvelles technologies. Et cette web-série a eu un énorme écho. Je crois qu'ils ont atteint quelque chose comme 12 ou 15 millions de vues sur YouTube, ce qui est énorme. Même au niveau international, ce sont des chiffres extrêmement importants. Nous sommes allés au Maroc et nous avons réellement pu là-bas aussi mesurer l'impact du programme sur la jeunesse marocaine. C'était vraiment le contenu qui avait fait le buzz en 2012. La marque, bien évidemment, lui avait associé tous des dispositifs d'animation digitale, de l'événementiel, des opérations on-off, etc. Nous avons acheté les droits et nous avons réadapté le concept pour le marché algérien en le formatant différemment. Alors, comment nous avons fonctionné? Parce que l'idée aussi, ce que je peux vous apporter aujourd'hui, moi, c'est l'expérience que nous avons vécue et comment nous avons adapté, comment nous avons créé ce concept en Algérie. Alors, on a commencé par acheter les droits, je vous l'ai dit. Il s'est avéré que le réalisateur du programme était un Algérien au Maroc, donc nous l'avons ramené avec nous. On a créé une cellule d'écriture. Nous avons créé une cellule d'écriture qui a été chargée de réadapter. Alors, pour moi, c'était une web-série de 4 à 7 minutes. C'est-à-dire chaque épisode, ils en ont fait 15,
Chaque épisode avait une durée différente. Donc vraiment, ils n'avaient pas de contraintes particulières. Ils l'ont fait vraiment en freestyle, les montages étaient approximatifs, etc. Nous, lorsque nous l'avons proposé à Mobilis et à Samsung par la suite, parce que Samsung s'est associé également au projet, tous les deux ont manifesté la volonté de pouvoir diffuser ce contenu sur la télévision algérienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré qu'il y avait un public aussi à toucher à la télé et qu'aujourd'hui, le web, malgré sa couverture, malgré les 13 millions d'internautes que nous avons en Algérie, etc., n'était pas suffisamment puissant à lui seul pour porter ce projet. Donc, nous avons formaté le programme, c'est-à-dire à la télé, chaque seconde 30. Donc, nous avons fait un format unique de 8 minutes. Nous avons changé les scénarios. Nous en avons fait 30 épisodes. Nous avons introduit des protagonistes. Nous en avons sorti d'autres, etc. Et on a mis beaucoup de moyens. Ça a été une énorme expérience humaine parce qu'une fois que le scénario a été réécrit, ça a été 8 semaines de tournage. Ces 8 semaines de tournage ont eu lieu à Béjaïa, donc au niveau de l'université de Béjaïa, parce que c'est l'histoire d'un étudiant en fait. Switcher, c'est quoi? Alors pourquoi le concept était très intéressant? Parce que Switcher, c'est l'histoire d'un jeune homme, un peu un loser en fait, un jeune homme zawahiri qui est à la fac, qui est dans le cas algérien le dernier d'une fratrie. Mahmoud Foutal, Mohamed El Gouvernement Kéba, il est obligé de faire des petits boulots pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il travaille dans une pizzeria, son patron est aussi très très dur avec lui. En fait, sa vie ne fonctionne pas très bien. Et un jour, il y a un événement qui va changer le cours de sa vie, c'est qu'une jeune fille va arriver dans l'université, il va en tomber amoureux, et il va tout faire pour la séduire. Et en fait, il va comprendre qu'aujourd'hui, la meilleure façon d'approcher cette jeune fille, c'est de l'approcher à travers les médias sociaux, donc à travers Facebook. Mais il se rend compte qu'en fait, il n'a ni profil Facebook, il n'a pas de smartphone et qu'il est totalement largué par rapport aux autres. C'est à ce moment-là où la magie intervient et un jour, il croise un vieux dans une rue obscure et ce vieux l'entraîne dans une tanière comme ça. Et lui dit, c'est quoi ton problème? Il lui dit, mais écoute, je suis pas content de ma vie, etc. Et elle lui dit, si tu veux changer de vie, je vais t'aider. Et c'est là où démarre l'histoire de Switcher, c'est qu'il va lui donner un téléphone magique. Bien évidemment, pour le coup, c'était un Samsung, le Galaxy S3 en l'occurrence. Et il lui demande, en fait, il lui donne 4 règles. Vous voyez, c'est finalement ça. Des contenus de marque. Un exemple de contenu de marque, c'est qu'on a essayé de faire du placement de produits extrêmement intéressant. Là, pour le coup, le téléphone, il est présenté. On a besoin d'un téléphone, autant que ce soit le Samsung, le Galaxy S3, donc il y a une visibilité énorme, parce qu'il est tout le temps présent dans tous les épisodes. Et il lui dit, il faudra choisir ton opérateur de téléphonie. Alors, bien évidemment, il lui donne aussi d'autres règles, il lui dit qu'il faudra toujours que son téléphone reste tout le temps chargé et qu'il soit tout le temps connecté à Internet. Donc bien évidemment, après, il va choisir le bon opérateur, etc. Et il va continuer en fait à vivre des aventures rocambolesques parce qu'il va découvrir ses pouvoirs. En fait c'est une métaphore. Ce programme-là est une vision de ce que pourrait être Facebook, les profils, les identités. C'est une quête d'identité Switchers. Sauf qu'aujourd'hui, à travers ce téléphone magique et cette puce magique, tu as la possibilité de réellement incarner l'identité que tu souhaites. C'est-à-dire, sur Facebook, c'est facile de s'inventer un nom, de mettre un faux profil, un profil fake, quoi. Et finalement, être virtuel, quoi. Mais si l'auteur est parti du principe que, imaginons qu'on pouvait réellement changer d'identité, et vous imaginez tout ce que cela peut induire comme situation rigolote. Et après, bien évidemment, dans le cadre d'une fiction, il y a une morale, il y a une histoire, parce que l'idée, ça c'est juste le concept de base. Et ce qui était important, c'est que cette narration, ça soit une fiction qui va intéresser les jeunes. Donc il fallait réellement qu'il y ait une histoire d'amour, qu'il y ait une quête de réussite, qu'il y ait une morale, qu'il y ait des galères, qu'il y ait ce que nous appelons des cliffs, donc des vrais cliffs narratifs, donc la possibilité de maintenir l'intérêt de notre public pendant tout au long des 2 mois et demi qu'a duré la diffusion. Et je peux vous dire que c'est un exercice extrêmement compliqué.
Ça nécessite réellement, c'est un travail, en fait, c'est un métier qui existe pas en Algérie, c'est celui de scénariste. Et c'est aujourd'hui extrêmement important lorsque nous créons de la fiction et du divertissement d'être capable de garder en haleine, de maintenir en haleine notre téléspectateur. C'est pas, et c'est ça le vrai enjeu. Lorsqu'on fait ce type de contenu, ils doivent être qualitatifs, ils doivent rencontrer la cible, adresser réellement aujourd'hui les problématiques des personnes auxquelles ils s'adressent et pouvoir aussi rester dans la durée comme quelque chose avec un véritable fil conducteur. Donc, une fois que le shooting, donc je l'ai dit, a duré 2 mois, il a impliqué plus de 40 techniciens, 150 figurants, c'était une grosse production. Hein. Et nous sommes arrivés à la phase où il fallait donc le diffuser. Donc nous avons, donc Mobilis a signé l'accord avec la télévision algérienne et le programme a été diffusé par la télévision algérienne en prime time sur les 3 chaînes de la ce qui était extrêmement rare, je n'avais jamais vu cela. Donc tout au long de la semaine, pour un programme qui adresse vraiment une population cible jeune, etc. Mais la télévision a tellement aimé le concept qu'elle l'a diffusé en prime sur les 3 chaînes. Nous-mêmes, nous avons mis en place un dispositif événementiel avec une avant-première de lancement dans laquelle nous avons invité les influenceurs pour eux-mêmes commencer à... On a suscité le buzz, on a eu un trailer, donc une bande-annonce qui a commencé à être diffusée avant sur les réseaux sociaux. On a suscité une véritable attente. Et aujourd'hui, lorsque les épisodes ont été diffusés, dès la première diffusion, nous avons compris que nous avions réussi car le premier épisode a eu un énorme succès. Après, je vous disais tout à l'heure, l'enjeu, c'était pas de chuter. Et je vous montrerai quelques chiffres tout à l'heure, vous remarquerez que le public nous est resté fidèle pendant 2 mois et demi. Et c'était ça l'enjeu, et c'était réellement une énorme réussite. Donc on en a parlé beaucoup dans les médias, on en a parlé beaucoup dans les médias, on en a beaucoup parlé sur la blogosphère, on a été parodié. Tout cela, c'est vraiment des indicateurs qu'aujourd'hui, qu'un programme marche. Il a été énormément partagé, il a été énormément commenté, et quoi d'autre? Et ce qui est important, c'est qu'il y a un chiffre qui est vraiment impressionnant, c'est que malgré le fait que le programme était diffusé sur la télé, nous avons enregistré 10 millions de vues. Ça, c'était l'affiche que nous avions fait à l'époque, nous étions à 9 millions, mais nous avons fini à plus de 10 millions de vues. Et ce qui a fait le programme était diffusé sur la chaîne YouTube de Mobilis, ce qui a fait de cette chaîne-là la première en Afrique et dans le monde arabe en termes de chaîne de marque sur YouTube pendant les mois de mai et juin 2013. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui encore, 8-10 épisodes de Switchers sont dans le top 10 des vidéos les plus vues sur les chaînes de marque en Algérie. Il y a 8 épisodes de Switchers et 2 contenus de Nejma. Voilà, donc ça c'était vraiment un exemple de réussite que nous espérons aujourd'hui reproduire pour d'autres marques. Et nous avons beaucoup de projets qui sont un petit peu dans cette logique-là. Je vous remercie. Voilà les chiffres. Donc considérez que si on enregistrait 100 000 vues par vidéo, ça serait un excellent chiffre. Voilà, la plupart ont tourné entre 300 et 400 000. Mais pour moi, 100 000, comment dire, c'est un seuil psychologique qui dit. Après vous en avez d'autres. Quand vous faites 1 million sur une vidéo, et certains podcasteurs algériens réussissent à faire sur des concepts très rigolos. Hein. Qu'a fait, on va dire, ses preuves au Maroc. Donc là, on trouve que c'est presque la même culture et tout ça. Donc vous n'avez pas pris de risque, entre parenthèses, que les 10 millions Hadouma, c'est prévu dès le début, d'avoir 15 millions au Maroc, donc dans un marché vierge en Algérie. Donc c'est pas une question, mais on va dire une suggestion, c'est qu'on va essayer, on va dire, Inch'Allah, dans la prochaine édition, on va dire une nouvelle, d'avoir un contenu, on va dire créer, avoir la créativité, et de proposer quelque chose de nouveau. Et là, on va dire, c'est là où l'enjeu sera, on va dire, plus important. Merci. Je ne pense pas que notre client nous aurait suivi si on était venu lui demander de lui présenter juste un synopsis sur papier en lui disant ouais, on tient un truc de ouf. Voilà. Donc aujourd'hui, pour nous, il fallait passer par cette première étape pour montrer notre capacité à le faire, la capacité à vraiment faire quelque chose qui va très très bien fonctionner. Donc, par contre, l'adaptation du scénario marocain au scénario algérien, je vous invite à, si un jour vous avez du temps, regardez les deux.
Et vous verrez la différence. A été très compliqué à faire. Parce qu'on a tout changé, on a changé de format, donc c'était beaucoup de travail, mais effectivement la prise de risque était moindre. Par contre, on est fiers des 10 millions qu'on a fait parce qu'au Maroc, la seule façon de le voir, c'était d'aller voir sur YouTube. C'est pour ça que Hagaya, il est passé à la télé, repassé. Donc on peut se dire qu'une fine, les 10 millions de vues sur YouTube sont quand même extrêmement importants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu revoir le contenu plusieurs fois. Cette question, ça a été à vous de décider, parce que vous aurez préféré de le faire sur la télé, sur le web, mais juste pour le web. Nous, on était contents de pouvoir le faire sur la télé, la vérité, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la télévision algérienne souffre de la qualité un petit peu de ses contenus, et pour nous aussi, il y avait une vocation. Comme on disait tout à l'heure, le brand content, ça a aussi une vocation à véhiculer des messages culturels, etc. Et nous, aujourd'hui, on considère que Switcher, ça a quand même contribué à véhiculer une image extrêmement moderne de la jeunesse algérienne, de ses problématiques, etc. Donc je considère que ce programme, qui est un programme publicitaire de marque, avait une vocation sociétale. Donc je suis assez content qu'il soit passé sur des heures de grande écoute sur la chaîne de télévision algérienne, honnêtement. Je pense que ça peut-être contribue à faire avancer un petit peu les choses. Non, on n'a pas été rétribué par la YouTube parce que, effectivement, c'est un programme de marque, diffusé sur des chaînes de marque. Et ça ne fonctionne pas. Le dispositif fonctionne pour les podcasteurs, etc. À partir du moment où il y a du placement de produits et de la présence de marque, le système ne fonctionne pas. Donc voilà, le financement a été fait par l'opérateur comme un investissement publicitaire et dont le retour a été bon. Voilà. Donc c'est un bon investissement publicitaire. Step-up, c'est pas de la téléphonie, c'est autre chose. C'est un autre secteur d'activité. Et on a des projets avec nos différents clients. Ouchno, la téléphonie, vous savez très bien que les choses sont un petit peu plus simples parce que les investissements publicitaires, déjà, leurs budgets publicitaires sont plus importants. Et quand c'est un environnement extrêmement concurrentiel, où l'image est extrêmement importante, donc aujourd'hui, c'est clair qu'il y a une vraie, une vraie émulation entre les trois opérateurs. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire aboutir des projets. Même nos concurrents, d'ailleurs, font aboutir leurs propres projets. Et Switcher a contribué à relancer ça. Merci Karim. Merci à vous. Et